Bonjour et bienvenue, je m'appelle Faisal Afidi, je suis formateur et coach en développement personnel et fondateur de Learning Coach. Dans cette vidéo, nous allons parler du coaching de vie, le life coaching, de sa naissance et ce qui le distingue des autres coachings. Il faut savoir que depuis le lancement de notre formation spécialisation en coaching scolaire, nous y avons rajouté également une double certification qui est en fait le certificat de coach de vie. Vous pouvez soit vous former aujourd'hui à devenir un coach de vie, donc généraliste, soit de vous spécialiser également sur un coaching bien précis et notamment le coaching scolaire. Nous allons voir tout cela tout de suite. Alors le coaching de vie ou le life coaching, certains préfèrent l'appeler également le coaching personnel, est une relation d'aide professionnelle donc qui permet à un individu de bénéficier d'un accompagnement d'un spécialiste du coaching, qui est un accompagnement à part entière et qui est très différent de tout ce qui est donc psychothérapie, consulting, thérapie brève, psychologie, expertise et ainsi de suite. Qu'est-ce que le coaching de vie et comment est-il né? En fait, le coaching de vie, donc on va l'écrire ici au centre, ou également life coaching pour dire coaching de vie, même si dans le monde francophone, le coaching de vie est un peu plus différent du coaching, du life coaching, mais on va considérer que c'est la même chose. En fait, c'est un accompagnement donc d'un individu pour atteindre toujours un objectif bien précis. Alors, ce qui distingue le coaching de vie, c'est que cet individu est souvent la personne qui déclenche par elle-même le coaching de vie et c'est par nature une personne qui n'est pas forcément malade, donc c'est une personne saine qui a, on va dire des blocages ou des freins ou des ambitions avec des blocages également qui font qu'en fait elle n'arrive pas à atteindre son objectif. Alors le coaching, de manière générale, est une discipline qui nous vient en fait, on dit qu'elle nous vient du monde du sport. C'est vrai et faux en même temps. C'est vrai parce que là on vit un travail d'entraînement, c'est effectivement dans le sport, mais en fait la majorité des entraîneurs sportifs donc, sont en fait des techniciens qui entraînent les sportifs à performer, donc à obtenir une certaine performance à travers donc une pratique bien précise. Donc ici, l'entraîneur, on va dire, est un expert du sport qu'il va entraîner. Jusqu'aux années donc 70, où il y a un entraîneur, bon, à l'époque, on osait se dire aussi un coach, mais en vérité, l'entraîneur ne faisait pas le travail du coaching. Mais c'est que vers les années 70 qu'un entraîneur très connu du tennis, dans le domaine du tennis, qui s'appelle Timothy, donc Timothy White Galloway. Donc Timothy Galloway, en fait, a rédigé un livre qui s'intitule, qui est toujours d'ailleurs un très bon livre, Inner Game of Tennis, qui ensuite a été suivi par d'autres livres, par d'autres entraîneurs ou qui s'appelaient à l'époque, qui se considéraient coach sur le skate, sur le ski, sur le basket et ainsi de suite. Alors, le Inner Game of Tennis, il explique tout simplement que finalement, au lieu d'entraîner donc un tennisman sur des techniques très poussées et le suivre à chaque fois que sur sa façon de jouer, sa façon de bouger dans le terrain, on pouvait également donc se concentrer, ou il était plus important de se concentrer sur ses sentiments et aussi ce qui se passe dans sa tête, donc ses pensées, et d'essayer d'éliminer donc les pensées bloquantes et les émotions qui le bloquent, donc un peu libérer son esprit et libérer ses sentiments, ce qui pourrait donner de meilleures donc, performances
sans forcément s'attarder trop sur la technique. Donc en fait, l'idée, c'est qu'à ce moment-là, Timothy Galloway a fait introduire l'idée que l'entraînement doit se faire au niveau psychologique d'abord, au niveau des croyances, au niveau des pensées limitantes, au niveau de la négativité, au niveau de la colère. Il explique en fait que à chaque fois un tennisman frappait le ballon, il vivait énormément d'émotions et qu'on pouvait lire sur son visage beaucoup d'émotions, de surprise, de choc, de colère surtout, de déception. Et qu'il disait que ces émotions-là, en fait, faisaient que les performances du sportif étaient bloquées. Chose qui est aujourd'hui évidente quand on parle de psychologie ou de coaching. Mais dans les années 70, ce livre de Timothy Galloway a généré beaucoup de résistance et même c'était un peu considéré comme du blabla parce que bon, tout était orienté technique, travail sur les mouvements, sur la façon de faire. Le monde était façonné par la technique le 20e siècle, ouais, c'est ça, le 20e siècle. Et 19e siècle et même le 18e siècle, au début du 18e siècle et jusqu'à ce siècle, bon, les choses commencent à changer, étaient fascinés par la technique. C'était l'ère industrielle, tout était la technologie a démarré par l'industrie et donc tout était technique, comment on pouvait faire les choses bien. Donc l'école a émergé de ce monde-là, donc les écoles ont eu leur naissance dans les usines, donc tout était basé sur la technicité. Donc le sport, tous les autres domaines de la vie ont été touchés par la technicité. Donc jusqu'aux années 70, on a commencé à reprendre l'être humain comme pas uniquement des mains. Ford disait que j'aurais aimé avoir des mains et que les ouvriers laissaient leur tête et leur cœur à la maison. Mais en fait, avec aussi tout ce qui est management scientifique et travail à la chaîne, ce qui a généré un mal-être chez les ouvriers qui les empêchait de travailler, surtout la troisième génération donc des ouvriers. Donc là, on est vraiment au XXe siècle, j'y arrive. Et pendant ce siècle-là, donc les gens commencent à avoir un certain bien-être matériel. On commence à instaurer les vacances, les week-ends. Il faut savoir qu'à une époque, les week-ends n'existaient pas. Les gens travaillaient toute la semaine. Et donc, quand les gens commençaient à se reposer, se reconnecter à eux-mêmes, et donc le facteur humain revenait, le facteur psychologique s'imposait. Et donc, c'est vers les années 70 que certains entraîneurs se considéraient plus coach qu'entraîneurs. Et puis, on commence à avoir une vague de nouveaux coachs qui n'étaient pas forcément, qui sont pas forcément spécialisés dans le sport lui-même, mais qui s'introduisent dans le domaine et qui utilisent la relation, la communication et le facteur psychologique pour faire progresser les équipes. Donc, jusqu'à aujourd'hui, il y a beaucoup de coachs qui sont des coachs de foot, de basket, très connus, très célèbres, et qui ne s'y connaissent pas vraiment, qui n'ont jamais été de vrais joueurs dans ce sport-là et qui ne s'y connaissent pas vraiment en termes de technique. Donc, ils recrutent un entraîneur technique ou un préparateur, on appelle ça un préparateur technique, et eux, ils assuraient le coaching psychologique et stratégique. Donc ça, c'est l'avènement du coaching dans le monde donc, du sport. Bien évidemment, il faut savoir que le coaching est très très ancien. Le coaching, si on veut retracer son histoire, on va retrouver ses origines, l'approche du coaching, on va la retrouver aux 4000 ans ou 3000 ans avant Jésus-Christ, à l'époque de Socrate. Donc, le vrai initiateur de la démarche donc, du coaching qu'on connaît aujourd'hui vient de l'époque de Socrate, donc, qui avait initié tout le travail du questionnement, donc la progression par le questionnement, qui était la maïeutique, en fait, faire accoucher des idées. Et aujourd'hui, le coaching utilise strictement cette approche de Socrate. Donc, l'idée ici du coaching sportif a commencé à se répandre très rapidement aux États-Unis. Et donc, ces coachs-là, ces coachs-là ont commencé aussi à être sollicités dans d'autres sphères. Et principalement, c'est la sphère du business, donc de l'entreprise. Alors, qu'est-ce qui s'est passé également au XXe siècle dans le monde de l'entreprise? En fait, les usines ont commencé à
avoir plus de robots et donc à sous-traiter beaucoup plus leur travail à des machines. Et donc, on avait plus d'humains qui avaient à travailler sur des problématiques beaucoup plus donc, de support, tout ce qui est donc marketing, commercial, vente. Et donc, le milieu du travail a commencé à s'enrichir de relations humaines. Donc, ces relations humaines ont fait qu'on commence à avoir beaucoup de conflits, beaucoup aussi de stress dû à une mauvaise communication entre les personnes. Et bien sûr, à la tête de ces organisations, il y avait des PDG qui non seulement étaient des directeurs de ces entreprises-là, mais qui devaient gérer également plusieurs unités et avec la globalisation, plusieurs entreprises dans le monde. Donc, on se retrouve avec un monsieur qui doit gérer des fois jusqu'à 50 000 employés, voire 100 000, 150 000 employés en même temps, avec donc des chiffres astronomiques par rapport à ce qu'on connaissait avant. Donc, on est passé du petit directeur au grand président, directeur général qui devait gérer beaucoup de choses. Donc, cette personne était sollicitée de manière inhumaine, donc il doit travailler 16-20 heures par jour. Donc, avec l'avènement des technologies de communication, donc il n'y a plus droit aux vacances, il n'y a plus droit à la déconnexion. Et donc, ça générait un stress énorme sur ces personnes et aussi une demande de performance, donc un stress et une exigence au niveau des performances qui sont presque aux performances, donc presque au même niveau que les sportifs de haut niveau. Donc là, il y a eu un monsieur, là je vais parler des personnes connues, mais certainement ce n'est pas uniquement ces personnes-là qui ont fait cette transition, ça s'est certainement fait sur plusieurs endroits en même temps dans le monde. Mais un des messieurs qui est très connu pour avoir fait cette transition s'appelle John Whitmore. Donc, il a écrit un des premiers livres donc, du coaching pour dirigeants. Donc, c'était le premier coaching qui sortit du coaching du sport ou du monde sportif. Donc, John Whitmore a écrit un livre qui est encore très, très connu aujourd'hui. Enfin, c'est une des références dans le coaching. C'est Coaching for Performance. Donc, coaching de la performance avec un modèle de coaching bien précis. Et en fait, John Whitmore s'est tout simplement inspiré du travail de Timothy Galloway. Donc, il a même été formé par Timothy Galloway. Et donc, ils ont développé un système avec d'autres coachs qui venaient donc du monde de l'entreprise, où il y avait une demande très importante de la part des dirigeants, surtout des entreprises, donc qui demandaient de l'aide. Ils n'étaient pas malades, ils allaient voir un psy, mais ça ne marchait pas parce qu'ils n'étaient pas malades, mais ils se sentaient très seuls. Et il y avait une exigence physique, émotionnelle, intellectuelle très forte. C'est souvent des hauts diplômés d'écoles, de grandes écoles, et qui devaient gérer quelque chose d'assez peu connu encore à l'époque, c'est les multinationales. Donc, gérer une multinationale, être seul à la tête d'une multinationale, c'est comme diriger un pays, mais sans avoir un parlement, sans avoir des institutions pour nous aider. Donc, être seul face à une panoplie de décisions très, très stressantes qui demandaient une performance physique très importante. Donc, John Whitmore avait donc développé un parcours de formation. Il y avait d'autres écoles en même temps. Il y avait un autre monsieur, je vais vous en parler dans une autre vidéo. Ça s'est passé bien sûr en Angleterre, mais qui aux États-Unis avait aussi fondé la première école donc, de coaching dans le monde, du coaching d'entreprise dans le monde. Je vais vous en parler dans une prochaine vidéo. Alors, ce qui s'est passé ensuite par rapport à ce coaching d'exécutifs ou de patrons, de grands patrons, c'est que ces patrons, une fois ils ont pu un peu gérer leurs émotions, leur quotidien grâce à un accompagnement par un coaching, ils ont commencé à suggérer ce coaching à leur cadre, au cadre, donc qui travaillaient avec eux. Et petit à petit, donc, le coaching a commencé à descendre dans les strates de l'entreprise jusqu'à arriver au middle management, au down management et jusqu'au cadre tout simplement et jusqu'aujourd'hui aux employés.
Donc, comme le coaching s'est généralisé, donc ça c'est depuis les années 80 jusqu'aux fin des années 90, donc le coaching a commencé à se généraliser dans le monde de l'entreprise. C'était très facile pour que ça se répande dans ce monde-là parce que dans le monde de l'entreprise, il y a déjà une activité très connue et très répandue, c'est le conseil. Donc souvent, c'était des cabinets de conseil qui commençaient à proposer des services de coaching. C'était des cabinets de conseil et également de formation. Il faut savoir que toutes les entreprises qui ont une certaine taille ont un budget de formation avec un budget de conseil. Et donc, c'est normal que le coaching se répande très facilement. Au lieu d'avoir un conseiller ou un formateur, on a un coach qui utilise des méthodes complètement différentes, bien évidemment, du conseil et de la formation. Donc, petit à petit, les écoles de coaching ont commencé à former les coachs professionnels. Donc, c'est là où on a le premier coaching, en fait, qui a apparu en dehors du monde sportif. Donc, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui le coaching professionnel. Ça existe encore. Donc, on va dire que c'est un des premiers coachings ou le coaching entreprise. Donc, coaching professionnel ou coaching d'entreprise. C'était les coachings des dirigeants, mais qui est tout de suite devenu coaching professionnel ou coaching entreprise. Beaucoup d'écoles aujourd'hui et beaucoup d'associations, d'ailleurs, si je ne me trompe pas, si ça n'a pas changé, la Société française de coaching juge toujours le coaching comme principalement le coaching d'entreprise. Beaucoup de livres d'ailleurs, Coaching for Performance, beaucoup de livres aujourd'hui encore continuent à traiter le coaching principalement comme un coaching d'entreprise. Donc c'est ce qui est encore très répandu aujourd'hui. Alors ce qui est arrivé, c'est que les individus qui étaient là, qui bénéficiaient donc de coaching professionnel, demandaient à se faire coacher en dehors donc de la sphère de l'entreprise. Et cette fois-ci, ce n'est pas le patron qui suggérait le coaching ou qui l'imposait, et ce n'est pas les ressources humaines qui offraient le coaching aux employés. Là, la demande du coaching est individuelle et émane de la personne. En fait, le stress après les années 90-2000, donc quand la technologie a émergé et que le management a explosé en management par objectif, et donc on responsabilisait, on donnait beaucoup d'autonomie à chaque employé et à chaque cadre, même à chaque employé. En fait, la demande de la performance et le stress qui vient avec se sont descendus vers les employés et les cadres. Du coup, qui demandent eux aussi beaucoup d'accompagnement. Quand l'entreprise n'arrive pas à le fournir, eh bien, ces personnes-là se dirigent par leurs propres moyens, par leurs propres initiatives à demander un coaching. Également, le coach professionnel, quand il se retrouve face à des problématiques personnelles et qui impactent l'employé dans sa performance en entreprise, il est obligé de suggérer un coaching personnel, voire même de pratiquer un coaching plus ou moins personnel, soit sous l'autorisation de l'entreprise, soit de manière un peu obligatoire, on va dire, ou on va dire non officielle des fois. On commence à faire du coaching de vie. C'est quoi le coaching de vie? C'est tout simplement le fait de ne plus traiter juste une problématique business, c'est-à-dire gestion du temps, gestion de stress, gestion de conflits, performance technique, progression sur les objectifs, mais on traitera tout ce qui pourra nuire à la personne ou constituer un blocage, et on pourra même travailler sur la vision de cette personne-là, son projet de carrière, ses talents, ses compétences, ce qui est un peu déstabilisant pour le business, mais qui peut être rassurant pour le coaché. Et donc, c'est là où nous avons donc la naissance du coaching de vie. Donc, c'est une personne qui va accompagner le coaché, non pas que sur les problématiques business suggérées par les ressources humaines, mais par les problématiques demandées par l'individu lui-même. Et du coup, on peut dire aujourd'hui que le coaching de vie, en tout cas ce que je propose et ce que je préconise, est que le coaching de vie soit le coaching de base. C'est-à-dire aujourd'hui, au lieu de faire une formation dans le coaching professionnel, il est très important à ce que les coachs puissent d'abord apprendre à coacher l'individu dans sa globalité et d'avoir les outils de base de coaching à travers donc aussi des outils qui permettront
d'aider la personne à s'en sortir individuellement par rapport à ses émotions, par rapport à ses propres pensées, croyances, et ainsi de suite. Et à partir de ce coaching de vie, on peut dire aujourd'hui qu'il existe plusieurs spécialités. Alors, ce qu'on appelle le coaching à thème. Alors, moi, je préfère les appeler des spécialités. Alors, c'est des spécialités qui, en fait, s'orientent vers des champs bien précis. Et du coup, on peut avoir donc effectivement le premier champ, c'est le coaching en entreprise. Donc, c'est des problématiques très liées au monde du travail, donc que ce soit du multinational, petite entreprise et ainsi de suite. Et même dans le monde d'entreprise, il y a des spécialisations. Donc, soit on peut avoir un coaching de dirigeants, donc que les dirigeants d'entreprise. On peut avoir aussi un coaching dans le cadre d'entreprises bien précis, par exemple les expats. On peut avoir un coaching pour donc, les entreprises qui génèrent beaucoup de stress, genre centre d'appel, usines et ainsi de suite. On peut avoir un coaching entreprise, mais qui est très spécialisé dans tout ce qui est gestion de stress. Et puis, on peut avoir également un coaching à thème, par exemple un coaching de voix pour les musiciens, un coaching donc, sportif pour le grand public, sans que ce soit dans une discipline précise. On peut avoir aussi un coaching sportif dans des disciplines précises, donc un coaching type entraîneur. C'est pour ça que je suggère à ce que tous les coachs sportifs aujourd'hui se forment au coaching de vie. Ce qui est un peu dommage parce qu'on retrouve beaucoup de pratiques chez des coachs sportifs qui se proclament des coachs sportifs, qui sont loin d'être vraiment du vrai coaching qui est né de la philosophie donc de Socrate. Et puis, donc, ce qui nous intéresse dans cette vidéo, c'est le coaching scolaire. Donc, le coaching scolaire est une autre spécialité donc du coaching qui d'ailleurs, comme ce qui s'est passé dans le monde de l'entreprise, il faut savoir aussi qu'aujourd'hui, la performance exigée dans les écoles fait que en fait, les élèves n'ont plus des problématiques d'accès à la connaissance et au savoir qui sont très disponibles à travers tous les supports. À l'époque, c'était que le livre. Aujourd'hui, nous avons les vidéos, nous avons les jeux, nous avons beaucoup de supports qui font que les élèves sont face à beaucoup d'informations. En fait, leur problème, c'est de gérer leur réel souci, c'est de gérer leur capacité d'apprentissage et leur adaptation à l'environnement. Donc, c'est pareil, un problème de performance scolaire. Et puis, il faut savoir que nous avons aussi une limite au niveau de l'orientation, au niveau d'accès aux écoles. Donc, ils vivent beaucoup d'exigences au niveau des performances scolaires, ce qui amène un stress. Et c'est cette condition-là qui rappelle un peu ce qui s'est passé dans le monde de l'entreprise, qui fait qu'il y a une demande au niveau de la scolarité. On peut avoir aussi un coaching donc parental qui est différent du coaching scolaire. Donc un coaching parental, c'est le fait de coacher un parent ou deux parents à élever ou à éduquer leur enfant. On peut aussi avoir un coaching de couple qui est aussi très différent du coaching parental. Alors, vous allez me dire pourquoi je ne vais pas directement faire une formation pourquoi ne pas me former directement dans la technique et le coaching technique ou à thème dans la spécialisation. En fait, c'est très mauvais si vous faites ça parce que vous allez tout de suite être imprégné par le domaine, par le champ et donc par cette expertise. Et si vous faites ça, ça va vous empêcher de développer déjà la capacité du coaching. Aujourd'hui d'ailleurs, Whitmore, le monsieur qui a écrit le livre Coaching for Performance, il reparle de ça aujourd'hui. Il dit que nous avons besoin de revenir au coaching de base, que nous avons besoin de revenir au vrai coaching, qui est tout simplement le fait de travailler avec le coaché pour ressortir ses ressources et donc retrouver son potentiel. Parce que la philosophie du coaching n'est pas d'apporter des conseils ou d'apporter des solutions toutes faites au coaché ou de lui dire ce qu'il doit faire et ce qu'il ne doit pas faire. L'accompagnement ou le coaching, c'est le fait d'accompagner un coaché pour atteindre un objectif
à travers ses propres ressources, à travers ses propres moyens. Alors, je fais comme ça, c'est-à-dire soit des ressources internes, soit des ressources externes, ce qui permet au coaché d'évoluer de manière écologique dans le respect de son environnement. Voilà, donc ça, c'est un bref descriptif de la naissance du coaching sur un volet. On va voir, donc ça, c'est principalement en Angleterre, et on va voir comment aussi cette naissance a eu lieu aux États-Unis, le pays qui a vraiment donné naissance à cette pratique et à ce coaching qui est aujourd'hui fabuleuse et qui permettra aux gens d'avancer, de résoudre beaucoup de situations et de progresser dans cette vie moderne. Je ne vais pas dire qui est complexe, mais qui est très stressante. Je vous dis donc à très bientôt. Ciao, ciao.